Cosa Vostra. Aujourd'hui, forcément, comme beaucoup de boîtes, on a beaucoup utilisé au début Facebook et Instagram. Aujourd'hui, ça représente à peu près un tiers de nos investissements marketing. Il faut vraiment se forcer à aller diversifier ses sources d'appro. Au début, on a eu beaucoup de mal avec Google, d'autant plus que, étant sur un concept un peu original, avec moins de benchmarks à aller étudier, il fallait qu'on se crée un peu notre propre voie en termes d'achat de mots-clés, de positionnement et également de rendu visuel, c'est-à-dire que faire du display sur Google avec notre concept, il faut trouver la bonne photo qui fait que sur la petite vignette que tu as sur ton écran, tu comprennes tout de suite que notre objet te permet de mettre tes photos, ton petit objet. Et ça a été une alchimie qu'on a eu du mal à... et un équilibre qu'on a eu du mal à trouver. Et on a été accompagné par une agence qui nous a fait du bon boulot. On a eu 6 mois où tous les mois, en fin de mois, on se demandait si oui ou non il fallait qu'on couple les vannes. Et au final... sur AdWords, hein. Sur AdWords, oui. Et au final, au bout de 6 mois, on a commencé à avoir des CAC qui sont rééquilibrés entre Facebook et Google. Du coup, aujourd'hui, on a moins cette pression de réussir nos campagnes Facebook, Instagram avant chaque marronnier parce qu'on sait qu'on a un équilibre entre les deux qui est assez solide. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier avec Cyril Valta, qui est le cofondateur de Petit Cube, que vous pouvez retrouver sur petitcube.com. Salut Cyril, ça va ? Bonjour Laurent, très bien, merci de m'accueillir. Très heureux de te recevoir. Petit Cube vous permet d'offrir des petites attentions personnalisées, ultra personnalisées. Cyril vous le présentera un peu plus en détail que moi. Vous avez lancé en juin 2017 sur fonds propres et vous êtes à date toujours autofinancé. Exactement. C'est incroyable quand on connaît les chiffres qui sont derrière. Enfin, c'est incroyable, c'est courant, c'est finalement assez courant, mais c'est une position qui est vraiment confortable, non ? D'être seul aux commandes. Alors, c'est un point sur lequel on nous challenge régulièrement et dans la balance de notre côté, il y a ce choix fait d'être en autonomie, d'être capable de prendre nos décisions sans pression externe. Alors, il y a des fois où on aimerait bien avoir un peu plus de flexibilité et plus de souplesse sur le compte en banque. Mais au quotidien, pour l'instant, c'est une situation que nous assumons pleinement. Lancé en juin 2017 avec ton associé Benjamin Jubé, qui est cofondateur, et puis vous avez fait rentrer au capital 2 employés du premier jour, c'est ça ? Oui, Damien et Tristan. Nous étions 4 au lancement de l'aventure. La petite histoire, c'est que Damien et Tristan connaissent Damien depuis le collège. Ce sont des codeurs de la première heure qui... s'amusaient à coder leur premier site tout jeune. Ils ont toujours bossé ensemble. Benjamin, qui était dans le web avant que nous lancions Petit Cube, avait déjà lancé plusieurs sites pro avec Damien. Et du coup, il y a eu une évidence lorsqu'on a lancé Petit Cube à s'associer tous les 4 pour être plus efficace et plus rapide. Lancé en juin 2017, je l'ai dit, ça va faire 4 ans cette année, donc on est à 3 ans et demi à date. En 3 ans et demi, vous avez fait 3,5 millions, 3,4 millions pour être exact, ce qui est plutôt beau, et 130 000 commandes, et rien que sur les 12 derniers mois, vous êtes sur un runway enfin non, vous avez fait presque 1 million de CA, et 66 000 commandes, c'est ce que tu me disais ? Alors plus même, sur les 12 derniers mois, on a fait 1,8 million de CA. Et 66 000 commandes. Ok, j'avais mal noté. Donc la moitié. En fait, vous avez fait la moitié de votre CA et nombre de commandes sur les 12 derniers mois. Donc une belle accélération. Alors, grosse accélération, en partie liée au Covid. Sur les 3 premières années, on a eu la chance de connaître une belle poussée, parce qu'on a fait 300K en première année, on a fait x3, 900K en année 2, on a refait x2 l'an passé. Et du coup, là, on arrive à plus d'1,8 million. Mais du coup, avec ce genre de chiffres et une belle offre, je vous la raconte dans une seconde, mais t'es quand même sous le radar d'investisseurs, non ? Alors,
Pas que nous le sachions à date. Non, mais t'as personne qui t'appelle et qui te dit laissez-moi rentrer. Pas à date. Après j'espère qu'après cet épisode, peut-être ce sera le cas. Non, mais là où il faut que nous fassions peut-être un peu d'évangélisation sur PetiCube, c'est que derrière le nom se cache en effet pour l'instant une machine qui tourne plutôt bien, mais on a un nom qui peut donner l'impression parfois d'être petit, gentil, mais on a de l'ambition et on a envie de faire aller loin cette marque. Non, mais presque 2 millions sur les 12 derniers mois. Si tu as encore une accélération similaire l'année prochaine, ce sera super. Alors, PetiCube, qu'est-ce que c'est ? J'ai eu la chance de tester. Pour une raison personnelle, j'embrasse très très fort ma compagne Elina. Peut-être qu'elle m'écoutera, mais avec qui on a eu une petite tension ces derniers temps parce qu'on a tous les deux des agendas compliqués et des vies un peu stressantes. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est le meilleur moyen. Je vais tester PetiCube. PetiCube permet de faire une attention personnalisée, je l'ai dit, mais ultra personnalisée. J'ai donc commandé une petite boîte dont j'ai choisi le pattern, le motif de la boîte. J'ai uploadé des photos qu'on peut mettre à différents endroits de la boîte. J'ai choisi un cadeau. Tu nous le diras un peu plus tard, mais on a entre 200 et 250 produits à choisir, c'est ça ? Chocolat, bougie, thé, tu m'as dit des brisures de truffes en décembre. Enfin voilà, c'est hyper varié. Moi, j'ai choisi une bougie. On choisit l'emballage du coup de la bougie, enfin à nouveau le motif qui est à l'extérieur. On peut mettre un petit mot personnalisé et des photos sur le cube en l'occurrence qui s'ouvre. Et il y a un effet waouh parce que ce cube est plié, comment on appelle ça, en corolle, je crois, c'est ça ? Alors, il y a une ouverture en corolle où quand on vient de l'ouvrir, les photos s'ouvrent, dévoilent un petit objet, dévoilent le texte. Il y a une réception du cube qui se fait en plusieurs étapes. Et tous ces éléments d'ultra personnalisation qui nous sont au cœur de notre concept sont vraiment mis au service de l'émotion. Le PetiCube, c'est la petite attention qui fait sensation. Notre objectif, c'est d'être capable, avec ces photos et ce texte, de venir faire verser une petite larme. On sait que tous les jours en France, il y a des centaines de personnes qui pleurent à cause en recevant un petit cube. Et nous, ça nous va très bien de pleurer pour ces raisons. C'est un joli objectif pour nous. Écoute, ça a marché dans mon cas. Donc voilà, hyper intéressant. Une attention personnalisée à partir de 12 €, je crois. Les sujets qu'on va aborder dans cet épisode, on a préparé l'entretien avec Cyril la semaine dernière et alors, j'étais étonné, mais c'est ça ce qu'on va aborder. Tout est fait in-house. Tout. Ouais. En dehors de une petite période où vous avez fait appel à une designeuse externe, si je dis pas de bêtises, en freelance pour certains patterns. Ouais. Tout est fait en interne. La techno, le développement de l'engin, et nous, on fait chez Cause Nostra de la personnalisation, et on sait à quel point ça peut être complexe. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder. C'est étonnant quand tu lances ta boîte, de développer un outil comme ça, alors qu'il y a beaucoup d'outils qui existent sur étagère, donc tu nous raconteras pourquoi. La personnalisation à l'extrême, pareil, c'est un enjeu business, c'est un enjeu technique intéressant, j'aimerais le comprendre. L'offre produit, donc je vous l'ai dit, il y a entre 200 et 250 produits à date qui étaient pour certains produits en interne, mais aujourd'hui vous travaillez avec pas mal de partenaires. Ouais. Comment est-ce qu'on les source ? Comment est-ce que quand tu fais 2 millions de CA par an, tu commences à avoir un poids ? Donc j'imagine que les négociations doivent être intéressantes aussi. On parlera de B2B. Parce que c'est vrai que typiquement cadeau fin d'année, j'imagine qu'il peut y avoir une demande ou en tout cas un gros marché. Et voilà, ça devrait déjà être suffisamment intéressant. C'est votre première boîte ? Pour ma part, oui. Mais Benjamin avait déjà créé, tu l'as dit tout à l'heure, avec... Exactement. Okay. Moi, j'ai plutôt été habitué aux grandes boîtes pendant 10 ans. J'étais chez L'Oréal et Hermès, plutôt sur l'export, donc totalement méconnaissant du sujet web. Et c'est mon associé qui, lui, avait toujours été dans le digital. Qu'est-ce que tu tires de ces expériences luxe ? Comment est-ce qu'elles ont un écho aujourd'hui dans PetiCube ? Elles l'ont dans le sens où la qualité du service, le sens du détail a toujours été omniprésent chez nous et ça se retrouve dans cette qualité que tu as à la réception quand tu ouvres ton petit cube, ton colis. On veut que tout soit parfait, on veut que l'univers de marque soit construit. Un de nos premiers sujets quand on a lancé Petit Cube il y a presque 4 ans maintenant, à la genèse du projet, ça avait été de faire une plateforme de marque, de savoir où nous allions, de mettre à plat nos codes, notre ton, et depuis on s'appuie dessus en permanence. Et ça vient de mon parcours passé. C'est hyper intéressant. J'ai reçu récemment Anthony Bourbon, que j'adore, qui est le fondateur de Feed, justement sur un épisode sur la plateforme de marque, le Why, la promesse, la mission.
Et lui, il a lancé son produit et c'est au bout de 2 ans qu'il a vraiment fait les freins, lancé ce travail de fond. Et je recevais, hier, mais vous l'aurez entendu la semaine dernière, si mon planning est bon dans ma tête, Claire d'Espagne, qui est la fondatrice de D+, et elle, pareil, ça a été un effort qui s'est fait en cours de route, en cours de construction. Vous avez commencé par ça. Ça s'est fait en parallèle avec la réflexion autour du packaging, du produit et autres. Mais au lancement, il y avait une plateforme. Sur le premier mois, en fait, on s'est lancé en février 2017. Il s'est coulé 4 mois entre le moment où on s'est lancé et la sortie du site. On a été assez rapide sur le sujet. Ce que tu appelles lancer, c'est commencer à se dire on va lancer une boîte. Benjamin, mon associé, est un ami de longue date. On avait tous les deux envie de se lancer dans un nouveau projet, ça nous chatouillait. Et un jour, on s'est dit, il y a un potentiel autour de ce concept de la petite attention. Lui était déjà dans l'univers du cadeau. Il avait lancé un site qui s'appelait allocado.com. Et on s'est dit, il y a une niche aujourd'hui qui n'est pas adressée, qui est celle de la petite attention à un budget accessible, que tu personnalises rapidement, qui a du sens. Et cette idée de boîte personnalisée contenant un petit objet est venue assez rapidement sur la table. Et entre le moment où on s'est dit on s'associe et celui où le 1er juin 2017 le site a été lancé, donc 3 mois et demi se sont écoulés. Et sur ce 3 mois et demi, il y a eu le nom, qu'est-ce qu'on fait, quelle forme on donne à cette boîte. Et en parallèle de tout ça, la plateforme de marque a été un sujet important pour nous. Nous voulions avoir des fondations solides pour être capable de venir construire dans les années à venir. 3 mois pour faire le site, la plateforme, et créer, imaginer le produit, trouver les partenaires pour l'imprimer ou le faire, ou vous avez dès le début décidé de le faire en interne? Notre objectif, nous, était d'avoir un MVP le plus rapidement possible. On est sur un sujet où c'est en testant le concept auprès de nos consommateurs qu'on pouvait voir si oui ou non ça allait fonctionner. Et le but n'était pas de passer 1 an à travailler notre site. Et c'est du coup aussi ce qui a été à l'origine de la collaboration avec Damien et Tristan. Ils avaient toujours travaillé ensemble avec Benjamin. Et on savait que en s'appuyant sur leur expertise et leur flexibilité, on allait être capable de sortir assez rapidement notre site. Et ça a été le cas. Ok, il y a de la concurrence en février 2017, en juin 2017. À date, nous n'avons pas de concurrence frontale. En fait, tous les acteurs de l'univers du cadeau peuvent être considérés comme des concurrents. Si tu vas sur le secteur de la fleur, tu as des Pampa, des Bergamotes qui peuvent être des concurrents. Si tu vas sur la photo, tu as des Cheers, tu as des Lalab ou autres. Mais en tant que tel, avoir un objet à mi-chemin entre la carte et l'emballage cadeau, qui se spécialise dans le petit objet personnalisé, il ne nous semble pas avoir de marque concurrente, ce qui aujourd'hui est une force et ce qui rend aussi peut-être plus compliqué notre positionnement sur un mapping e-commerce. Mais ça fait partie de nos forces en termes d'acquisition. C'est-à-dire que et je pense que la plupart des auditeurs qui, s'ils ne sont pas allés sur petitcube.com, doivent avoir du mal à visualiser exactement ce qu'est le concept. Il faut vraiment se rendre sur le site et voir les quelques photos et vidéos qui permettent de comprendre en 2 secondes. C'est en voyant le site qu'on est capable de bien transformer. On a un taux de transformation sur le site qui est plutôt très bon. On est entre 6 et 7% de transformation. Entre quoi et quoi? Visiteurs-achats. L'an passé, on a eu 1 million de visiteurs sur le site et 66 000 commandes. Donc, on est entre 6 et 7%. Parce que, en fait, Mais sans repeat, alors, c'est des commandes uniques? Des commandes uniques, oui. Ok. Et le but, la difficulté est de faire venir sur le site du monde, mais une fois que la personne découvre le concept, il y a un petit côté wow et jamais vu qui séduit. Et c'est vrai qu'après, souvent, on a tendance aussi à nous mettre dans la vaste famille des box. En fait, nous en sommes très éloignés par nature. C'est-à-dire que, au-delà du fait d'être une boîte, nous n'avons pas d'abonnement. Nos clients choisissent l'objet qu'ils viennent glisser dans l'objet, à défaut des box où tu dois imposer un assortiment tous les mois. Et surtout, la personne qui offre la box, ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans. Nous, en fait, elle choisit l'objet et elle l'offre à un tiers en y mettant de l'émotion. Donc, on est très éloigné de ces acteurs et on a un peu notre ADN propre aujourd'hui.
Intéressant. Donc, je reviens, février 2017, on écrit les plateformes de marque, on fait les développements. Tu choisis les premiers produits que tu vas mettre dans les box? Ou vous les faites vous-même? Lorsque nous nous sommes lancés, les premiers objets étaient des objets sourcés auprès de marques qui nous plaisaient. Et on a un leitmotiv avec Benjamin depuis le lancement, c'est de se dire que chacune des références qui viennent sur notre site sont des petits objets que nous-mêmes, nous verrions offrir avec fierté à un proche. Il faut que le produit nous plaise. Et du coup, c'est des marques que nous utilisions, que nous avions rencontrées dans des petits concept stores sympas et qui nous faisaient envie. On était frappés aux portes. Et c'est vrai que l'enjeu était au début de convaincre des marques de faire confiance à un acteur e-commerce nouveau pour distribuer leurs produits. Alors, j'allais poser la question, est-ce un enjeu? Où était l'enjeu? Pourquoi il y avait un enjeu? Parce qu'il fallait négocier un prix? Parce qu'il fallait leur accord? Enfin, tu peux... Parce que aujourd'hui, quand on choisit une référence et qu'elle marche bien sur le site, on est capable d'acheter jusqu'à 1000 ou 1500 pièces d'une référence. Mais à l'époque, on avait 50 références sur le site, on prenait 20 ou 30 unités. Et en fait, aller voir une marque en lui disant on veut vous distribuer en e-commerce, donc vous gérez un peu moins... la distribution et sur un concept tout nouveau où à l'époque on était en avril-mai, on n'avait pas encore de site et rien à leur montrer. Mais est-ce que, on avait parfois question, un peu de mal à avoir un retour positif. Ma question est pourquoi est-ce qu'il fallait avoir leur validation? Je me souviens plus de l'expression, mais tu sais, faites les choses tout de suite et demandez pardon après. En anglais, il y a alors pour la simple raison que déjà il fallait que eux acceptent de nous expédier la commande qu'on leur passait. Et en fait, il y a non mais t'aurais pu en mode c'est même pas du fake it, en mode pirate, juste commander, point. Et revendre, tu vois, au final, c'est des ventes en plus. Enfin, quel aurait été le problème? Après, il y avait une démarche où on a beaucoup de marques aujourd'hui avec lesquelles nous travaillons encore sur le site. Je pense à Papier Tigre, au Chocolat des Français, qui sont des marques qui nous accompagnent depuis plus de 3 ans et demi maintenant. Et en fait, il y avait un enjeu dès le début de construire une relation saine, de confiance, ce qui est plutôt notre mentalité au sein de toute l'équipe, d'être sur... un jeu de confiance avec nos partenaires, et du coup on avait envie de les onboarder sur notre projet de Petit Cube. Il y avait un côté un peu novateur aussi, où on avait envie qu'ils soient fiers de faire partie de ce projet, de nous accompagner au moment du lancement à communiquer autour du concept, et ça a été plutôt le cas, mais on avait du coup on a lancé le concept avec une 30aine de partenaires, et aujourd'hui on doit avoir à peu près 100 partenaires auprès desquels on achète régulièrement des produits, de petits créateurs parisiens, locaux qui font des petits objets en céramique à 2 rues de chez nous, à des marques un peu plus établies. Et c'est ce petit mélange qui nous plaît et qui nous permet de promouvoir aussi un Made in France qui est important pour nous. On a 90% des objets que nous vendons sont du Made in France. Tout est fait en France chez nous quasiment. Donc ça, c'est pour les objets qui sont dans les cadeaux, mais le cube en lui-même, l'emballage, ça c'est vous? Tout est fait chez nous. Ça, c'était une des grosses interrogations aussi au moment du lancement. Comment produire et ça, vous l'avez fait dès le lancement? Oui, en fait, in-house. Ça a été un gros questionnement au début, mais sur lequel on a assez vite statué sur le fait que l'internationalisation était la meilleure façon pour nous de gérer le projet. Aujourd'hui, c'est nous qui produisons ces 70 000 commandes que nous expédions annuellement. Et en fait, avec le recul, c'était la meilleure décision que nous pouvions prendre. Parce que c'est la seule façon de pouvoir gérer à la fois la qualité, le suivi, et surtout de nous assurer une marge conséquente, ce qui est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, en fait, un Petit Cube, lorsqu'on expédie une commande, il y a plusieurs savoir-faire. On passe de l'impression, le pliage, le conditionnement des petits objets, l'expédition, et en fait... La découpe? La découpe également, okay. C'est nous qui faisons tout. Et si demain on venait à devoir externaliser ça, c'est une accumulation de savoir-faire qui nous ferait perdre 4-5 euros de marge par commande. Le calcul est vite fait, en fait, 300 euros de marge en moins à la fin d'année. C'est ce qui vient justifier d'ouvrir un atelier, de créer une équipe, et surtout d'être au quotidien, d'être plus efficace et plus qualitatif. Mais je salue quand même, et du coup je continue de creuser, mais je salue quand même ce choix qui a été de dire on fait tout en interne. On fait le MVP, on fait la plateforme de marque, du coup l'impression de ce cube qui... Ça doit pas être facile parce que, vous l'avez compris, c'est un seul morceau de carton, quoi, qui est imprimé avec ce motif, qui est découpé, qui est plié. Tout ça en l'espace de 4 mois, entre février et juin.
Bah, il a fallu mettre les mains dans le cambouis et acquérir un jargon d'imprimeur à l'époque. La main que vous n'aviez pas, hein. Benjamin, il faisait quoi avant? Il avait lancé un site autour de l'idée cadeau qui s'appelait allocado.com. Ça faisait partie du challenge à lancer le concept aussi rapidement, mais nous ne nous voyons pas passer plus de temps à concevoir une idée sans la tester auprès des clients rapidement. Ce qui nous drive chez Cosa Vostra, c'est l'exécution et le delivery, et je trouve que c'est une belle prouesse d'arriver à faire tout ça en 4 mois. Avance rapide à aujourd'hui, vous n'avez plus, tu m'as dit une quarantaine de produits au lancement, mais entre 200 et 250. Oui, alors c'est un assortiment qui s'est élargi, mais qui reste tout de même assez limité. On a la chance de n'expédier que des petits objets, ce qui nous permet aujourd'hui d'expédier ces 70 000 commandes depuis un atelier qui fait 100 mètres carrés. On a une activité qui prend peu de volume et avec un élément important qui est la transformation du papier, c'est-à-dire qu'on part de feuilles à plat qu'on vient construire. Elles ont un volume quand on les expédie, mais en stockage à la base, c'est assez... Alors, il y a un enjeu, hein, et tu le dis toi-même, mais 250 objets, 66 000 commandes, 70 000 commandes sur l'année passée. La gestion du stock et j'imagine sentir les temps forts, on viendra plus tard parler de la saisonnalité, mais sentir les temps forts et les types de produits qui risquent d'être commandés pour pas avoir 200 refs de chaque item, c'est un enjeu, non? Comment vous le gérez? Alors on a un gros fichier Excel dans lequel on ressort toute notre base de données, mais c'est aussi une des forces à s'appuyer sur le Made in France aujourd'hui. C'est la plupart de nos partenaires sont capables de livrer en 48 ou 72 heures, et on s'arrache parfois les cheveux pour être capable de trouver des produits quand on se rend compte que les ventes s'envolent et que tel ou tel best-seller arrive quasi en rupture. Mais globalement, la souplesse du Made in France nous permet d'avoir toujours des objets à vendre, et surtout, les clients viennent chez nous avant tout pour le concept du petit cube, plus que pour l'objet qu'ils vont y glisser. Si jamais la référence de chocolat qu'ils avaient identifiée n'est plus en stock, ils vont se reporter sur un petit savon ou une boîte de bonbons. Mais en fait, l'objet en tant que tel, le petit cube, lui est toujours là. Et c'est ce qui est important pour le visiteur. L'attention plutôt que le... Exactement. Okay. Les émotions, encore une fois, sont au cœur, et du coup, après, il suffit de joliment les habiller, mais les photos et les messages qui vont être envoyés dans le petit cube sont souvent plus importants que l'objet qui l'accompagne. Ok, intéressant. Comment vous avez fait le choix de ces partenaires pour monter la profondeur de... C'est quelque chose sur lequel on a avancé en tâtonnant sur la base du retour de nos clients. Au début, on s'était dit on veut un assortiment ultra court, de façon à ce que le client passe max 3 minutes sur notre site. On nous a remonté que l'assortiment n'était pas forcément suffisamment profond. Du coup, on a été chercher 100 références, puis 150. Là, on arrive entre 150 et 200 en fonction des événements. Je pense qu'on a la bonne quantité d'objets. L'objectif, c'est qu'un client qui arrive sur notre site soit capable, en étant pris par la main, parce qu'on a des étapes de personnalisation qui sont assez intuitives et très rapides, d'être capable en 4-5 minutes d'avoir personnalisé son objet et de l'avoir envoyé à son proche. J'étais assez bluffé par l'expérience effectivement de personnalisation. On en fait beaucoup chez Cosa Vostra. C'est vrai que c'est toujours un enjeu en termes d'UX, d'expérience. Là, c'est très fluide. Au final, ça marche bien. Mais je reste sur ces partenaires. Je les appelle les partenaires, hein, les objets qu'on met à l'intérieur. Du coup, vous avez aussi dû identifier, j'imagine, des tendances, même si c'est pas l'objet qui est le plus important, mais que ce soit à Noël, Fête des Mères, Saint-Valentin. Je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, mais bon, il y a des temps forts dans l'année. C'est une saisonnalité, mais du coup, ça impacte aussi le choix de ses partenaires, des produits. Alors, c'est marronnier qu'on adresse tout au long de l'année. En fait, on a 80% de notre activité qui se passe de décembre au mois de juin, et qui vient s'appuyer sur Noël, puis la Saint-Valentin. La fête des grands-mères, nous, est le plus gros pic de l'année, parce qu'on est les seuls acteurs à être positionnés sur cet événement. La fête des mères, la fête des pères. La fête des grands-mères ? Attends, mais tous les fleuristes en ligne doivent l'être aussi, non ? Oui, les fleuristes, mais quand tu compares à Noël ou à la Saint-Valentin, où tu as toutes les marques de cadeaux, de textiles, de jeux vidéo... tous les dropshippers qui... Oui, la fête des grands-mères, nous, aujourd'hui, c'est un moment niche où ça fait 3 ans de suite que nos 2 plus grosses journées de l'année sont réalisées fin mars, une semaine avant la fête des grands-mères. Et là, cette année, je pense que pour la fête des grands-mères, on va peut-être atteindre les 2000 commandes sur une journée.
On ne devrait pas en être très très loin. Pour nous, c'est un énorme pic de façon surprenante. Et du coup, pour ces événements, à chaque fois, on vient donner une tonalité différente à notre assortiment. Forcément, la Saint-Valentin arrive sous peu, là, sous 1 ou 2 semaines, je pense, en fonction de la diffusion de l'émission. Mais c'est un moment où il y aura un peu plus de rose, un peu plus de cœur dans notre assortiment, tout en tâchant d'éviter de tomber dans le caricatural. Mais on vient au fur et à mesure faire des choix dans les objets qu'on propose. On y viendra tout à l'heure, mais j'y pense maintenant. Mais donc, il y a un prix de base et qui évolue en fonction de l'objet que je place à l'intérieur. Exactement. Et éventuellement des add-ons. Donc, on reçoit un petit carton qui est le carton d'expédition au sein duquel se trouve le petit cube. Exactement. Et autour de ce petit cube, il peut y avoir... moi, j'ai mis des chocolats, mais il peut y avoir, tu me disais, des fleurs, par exemple, pour la Saint-Valentin, enfin des pétales, j'imagine que c'est du faux. Mais... Oui, des nougats, du caramel. Et tout ça, donc, c'est de l'add-on. Toi, ton enjeu, c'est aussi de me faire consommer un peu plus. Oui, d'autant plus qu'on est sur un panier qui, à la base, est assez limité, surtout sur ce secteur et sur cette position que nous voulons conserver de la petite attention. Première année, on devait être sur un panier moyen aux alentours de 17 €. Année 2, on a réussi à passer à 25. Là, on finit l'année 2020, on est un panier moyen sur l'année de 30 €. En fait, c'est tous ces petits add-ons supplémentaires qui viennent à la fois compléter l'expérience et vraiment donner un élément de satisfaction en plus pour nos clients qui sont à la fois les personnes qui commandent et ceux qui reçoivent le petit cube, mais également qui nous permettent de pousser progressivement le panier moyen. La plateforme de marque que vous avez mise en place, que vous avez réfléchi en février entre février et juin 2017, elle a évolué depuis ? Et quels sont les piliers de cette plateforme ? Alors, je ne peux pas dire qu'elle ait beaucoup évolué, mais ce serait presque plus par manque de temps pour s'y repencher. Si on avait à y jeter un regard neuf, il y aurait sûrement des choses qui évolueraient. L'importance de l'émotion et de la transparence vis-à-vis de nos clients est restée clé et est un élément moteur à la fois sur notre communication et également sur l'esprit d'équipe que nous voulons avoir au sein de Petit Cube. Et d'ailleurs, je tiens à remercier, à saluer toute l'équipe qui fait un super boulot. On est 6 aujourd'hui au sein de l'équipe Petit Cube. Il y a un dévouement au service du client qui est ultra fort. On a Élise, Cédric et Ingrid au sein de l'équipe qui passent à temps fou à répondre aux demandes de SAV et autres. Et cet enjeu-là qui est de fournir la meilleure expérience, elle se retrouve, je pense, dans notre NPS. On a un NPS qui est ultra élevé. On doit être, il y a 1 an, lorsqu'on l'a calculé, on était à 82. On a des notes Google qui font qu'on est à 4,8 sur 5 aujourd'hui, sans fake, sur 900 ou 1000 avis, je crois. On fait vraiment en sorte de... 900 ou 1000. C'est-à-dire, pas 900 000. Oui, pardon, 900 ou 1000, pardon. Alors, c'est intéressant que tu ailles là-dessus parce que j'allais te demander comment est-ce que tu mesures si l'émotion est disons un KPI fort de ta plateforme. Comment est-ce que tu le mesures aujourd'hui en dehors de ton NPS? Est-ce que tu as d'autres moyens de... C'est un point où on pourrait sûrement s'améliorer en étant plus proactif sur le sujet, en mettant en place un CRM un peu plus poussé et en automatisant un certain nombre de remontées de la part de nos clients. Aujourd'hui, on le fait ça à travers une étude annuelle que tous les 12 mois nous permet de vraiment tâter le ressenti qu'ont nos clients quant à notre concept. La dernière étude, il y a 1 an, on avait eu 900 retours. Sur combien d'envois ? On a dû l'envoyer à l'époque, on doit avoir 30 ou 40 000 personnes dans la base de données. On en a 900 qui sont revenus vers nous. Un 40e, c'est 2%. Avec une centaine de questions qui nous permettaient de voir centaine de questions ouais, pas loin de ça, je crois. C'est Cédric qui est en charge du questionnaire, va me taper sur les doigts si c'est pas le cas, mais de mémoire, on avait... non, je dois dire une bêtise, on était plutôt 30-40 questions, pardon. Mais qui nous ont permis de dresser un peu un portrait robot de notre cliente type, parce qu'il faut le reconnaître, on a une clientèle majoritairement féminine à 70 ou 80%. Ah ouais J'aurais imaginé une clientèle homme, justement, avec ce côté un peu pratique et en même temps guidé, tu vois. J'ai pas besoin de réfléchir, en gros. Et moi, c'est mon problème. Alors, je pense que les mecs qui viennent sur notre site sont vraiment séduits par ce côté rapide et intuitif. Ils sont pris par la main et en 3 étapes, ils ont leur cadeau.
Après, force est de reconnaître que la recherche du petit cadeau personnalisé, c'est surtout une qualité féminine. Et après, c'est un peu le fruit aussi de nos investissements depuis 3 ans, où on a tendance à communiquer plus facilement vers les femmes parce que justement, elles transforment mieux. Et du coup, aujourd'hui, 80% de notre clientèle est féminine. Mais on a bon espoir d'évangéliser progressivement les hommes à notre produit. Je résume un peu tout ce qu'on s'est dit. L'importance de l'expérience utilisateur et de l'émotion, ce qui te vient en partie de ton expérience passée dans le luxe. L'enseignement fort aussi, c'est la mise en place de le lancement très rapide, mais en même temps assez couillu de dire on va tout faire en interne, que ce soit mais il faut des grosses machines d'ailleurs pour imprimer ce genre de choses. Une grosse imprimante, une grosse découpeuse. C'est des machines qui font 3-4 mètres de long et qui occupent bien l'atelier. Mais rien de. Mais ça, rien de fou, en on est loin d'une 2017, usine. tu les achètes, tu les loues, c'est quoi le deal? Il faut être formé en plus. Enfin, c'est pas. Alors, l'avantage aujourd'hui, c'est que les machines sont plutôt faciles d'utilisation, et c'était un de nos enjeux aussi, que de pas trouver des machines qui demandaient un savoir-faire incroyable. Et après, c'est du financement bancaire, tout simplement, Crédit Bail, qui nous a permis on a commencé avec une première imprimante de qualité bonne, mais moins performante. On est monté en gamme progressivement, et du coup, en fait, on a un parc de machines qui s'étoffe, mais qui accompagne aussi notre évolution. Donc je reprends, tout fait en interne assez rapidement. C'est un joli sprint, février-juin 2017, et en même temps avoir le courage, on va rester poli, de se lancer sur des activités, des expertises que vous n'avez pas forcément en interne. Lancement juin 2017, l'apprentissage là, c'est d'aller vite pour commencer à tester le marché. Exactement. Et puis ensuite de faire évoluer son offre. Très intéressant. J'aimerais rentrer maintenant dans un peu plus dans le business et les opérations aujourd'hui. Vous avez fait x2 depuis 1 an. Quel est ton plus gros enjeu aujourd'hui? Sur les 12 mois à venir, on va avoir un enjeu qui est de maintenir la qualité de service et de production malgré des volumes qui commencent à être assez importants. Et c'est du coup une des raisons qui vient motiver un déménagement dans les mois à venir. On bouge sur Bordeaux pour aller chercher un peu plus d'espace. Et il y a surtout aussi un besoin à venir diversifier notre acquisition. On est aujourd'hui sur une acquisition assez classiquement Facebook, Google. Demain, il faut qu'on soit capable d'être plus fort sur un sujet important qui est le CRM. Parmi les petits défauts qu'on pourrait avoir aujourd'hui, ça a été peut-être comme beaucoup de startups d'aller plus facilement vers le nouveau client plutôt que de chouchouter nos clients existants. On essaye de le faire, mais on pourrait mieux le faire, je pense. Et du coup, continuer à bien traiter nos clients de façon à augmenter notre repeat, qui pour l'instant est situé aux alentours d'1,3 commandes pour chacun des clients qui arrivent sur le site. Donc c'est bien, mais peut mieux faire peut-être. Je me le note, mais j'y reviens dans une seconde. Je plus sois ce que tu viens de dire, mais d'une force. Il est 8 fois ou 7 fois, je sais plus quelle est la stat, mais peu importe, il est 10 fois, les soignants marseillais, plus difficile et plus coûteux et en temps et en argent d'aller chercher un nouveau client que de faire racheter un client existant. Et on dépense en argent une somme folle, un temps fou à aller chercher ces nouveaux clients, alors que réactiver un client ancien, moi je suis dans le service avec Cosa Vostra, mais on le voit aussi dans le produit avec nos startups. C'est une évidence, il faut se concentrer sur son client, le chouchouter et lui permettre d'acheter plus facilement, plus souvent. Et surtout quand on a la certitude et la fierté d'avoir sur le premier achat apporté un niveau de service et une si tu as une expérience réussie, bien sûr. C'est d'autant plus facile en plus. Ouais. Alors là, c'est un peu lié aussi au contexte l'an passé, où c'est vrai que on a changé d'outil mailing
L'année dernière, Vous étiez sûr? On était sur Mailchimp historiquement, on est passé sur Sendinblue et il y a tout un jeu de scénarios et d'automatisation sur lequel on devait se pencher au printemps dernier, et entre le boom énorme qu'on a eu au moment du Covid, puis l'été, puis les projets de l'automne, de façon un peu coupable, on n'a pas réussi à mettre les mains dans le cambouis et à avancer sur le sujet, mais ça fait partie de nos gros chantiers pour 2021. Tu connais la matrice d'Eisenhower? Non. Non, c'est mon coach Frédéric Wagner qui n'écoute pas ce podcast, mais qui devrait, qui m'en parlait, mais c'est hyper intéressant. C'est une matrice qui classe les sujets, disons, importants selon l'importance et l'urgence. T'as des sujets qui sont importants, mais pas urgents, que t'as tendance à laisser de côté. Typiquement, ça peut en être un, le CRM, qui un jour deviennent urgents et importants, et que du coup, tu fais dans l'urgence, et pas forcément aussi bien que si tu avais commencé à les faire plus tôt. T'as des sujets qui sont importants et pas urgents, je l'ai dit, hein, importants et urgents, il faut les faire immédiatement. T'as des sujets qui sont pas importants, pas urgents, tu peux les laisser de côté. Et le dernier que j'oublie, c'est du coup urgent, mais pas important, que tu peux déléguer. Matrice d'Eisenhower, hyper important dans la classification de ses priorités. Ça mériterait peut-être de l'utiliser pour l'année à venir. Là. Donc, enjeu CRM, c'est intéressant. Sur les 130 000 commandes que vous avez eues à date, est-ce que il y a combien de commandes uniques? Clients qui n'ont passé qu'une seule commande, ouais, tu veux dire? Ouais. En moyenne... Sur les 130 000, quelle est la part de repeat, en fait, c'est ça? On doit être entre 30 et 40 000 à peu près. En moyenne, nos clients ont passé 1,3 commandes depuis le lancement du site. Ce qui vient progressivement être un peu noyé par toute l'acquisition qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a tellement de nouveaux clients qui arrivent à chaque nouveau marronnier que sur une période comme Noël, où là, décembre dernier, on a dû expédier, je crois, 10 000 commandes. Il y a 2000 clients en repeat qui viennent nous voir, mais ils sont un peu noyés face aux 8000 nouveaux qu'on va chercher. En fait, et après, on a un repeat aussi qui n'est pas facilement calculable, parce qu'on a un peu un effet boule de neige sur le concept, où, comme beaucoup de marques dans l'univers du cadeau, la personne qui reçoit le petit cube est une personne différente de celle qui a passé commande sur le site. Et du coup, on sait que beaucoup de nos clients sont des personnes qui ont une première fois reçu le petit cube eux-mêmes, et qui du coup ont été séduits par le concept. Et là, c'est malheureusement impossible à calculer, mais à nos yeux, c'est un petit peu un repeat dans le sens où c'est le fruit du succès de la première expérience de contact avec la marque. Ok. Sur ce CRM, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors, les premières étapes, ça va être déjà d'être capable de créer des scénarios en fonction des actes de consommation de la part de nos clients, relancer le client, avoir le retour déjà d'un client un mois après qu'il ait passé commande chez nous, être capable, si au bout de 6 mois il n'est pas revenu chez nous, de lui dire toc toc, il n'y aurait pas un petit anniversaire ou autre chose à fêter dans les prochaines semaines dans votre entourage. On avait sur Mailchimp à l'époque une relance de panier abandonné. On a plus ça à date, ça fait partie des outils de base qu'il faut absolument qu'on arrive à remettre en place. Être capable aussi de faire du cross-selling en venant présenter à une personne qui a été séduite par Petit Cube nos autres concepts. Tu parlais tout à l'heure de la bougie personnalisée. On a des pots de bonbons personnalisés, on a des kits à planter personnalisés, on a des objets qui viennent proposer une alternative au Petit Cube, sur lesquels il est important aussi que nous les fassions découvrir à nos clients. Hyper intéressant. Tu disais que vous aviez déjà des scénarios sur Mailchimp, mais là vous allez en avoir, enfin vous y travaillez pour en faire plus sur Sendinblue. Est-ce que en plus de ce CRM qui sera fonction des comportements d'achat de tes clients, vous avez, j'imagine, en plus de l'activation email sur la base existante? Attention, c'est la fête des mères dans 15 jours. Ah oui, alors ça, c'est vrai que j'ai pas la newsletter paraît tellement l'outil de base que je l'ai pas mentionné, mais on fait de la newsletter qui aujourd'hui est efficace. En amont de chaque marronnier, on a entre 3 et 5 newsletters qui viennent préparer l'événement, et aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Attends, entre 3 et 5 par événement? En amont de Noël, de mi-novembre au 20 décembre, il y a entre 3 et 5 newsletters en effet. Surtout que si tu as 1,3 commandes par... et que tu as 100 000 adresses email, quoi.
Alors, ça veut pas dire 100 000 opt-in. Oui, non, en opt-in, on est aux alentours de 50 000, je crois. Okay. Mais par contre, aujourd'hui, certaines newsletters nous génèrent une centaine de commandes. Donc, du coup, c'est le petit coup de boost qui, juste avant un événement, vient être intéressant. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on a essayé par le passé de venir segmenter nos newsletters. On avait fait un énorme travail au moment de la Saint-Valentin, notamment il y a 1 an. On avait créé 5 ou 6 catégories de clients en fonction de leurs produits d'achat, en fonction de leur récurrence d'achat, en classant les ambassadeurs versus les newcomers et autres. Et on avait fait un travail énorme d'adaptation de la newsletter à chacun de ces profils. Et au final, le résultat avait été quasi moins bon que celui qu'on avait en balançant un peu facilement la même newsletter à tout le monde. Et ça, au final, c'est ce qui nous avait un tout petit peu refroidi peut-être sur le sujet, et que maintenant, il faut qu'on arrive à automatiser de façon un peu différente grâce à Sendinblue. Je sais plus qui m'avait dit ça, et je m'en veux de pas m'en souvenir, mais un invité qui m'avait dit un jour... On passait des heures à essayer de tweaker l'algo de Facebook, à faire nous-mêmes nos campagnes, tu vois. Et puis un jour, on l'a juste laissé courir et les résultats étaient exceptionnels. Ah bah, c'était flagrant. À Noël, il y a un peu plus d'1 an, il y a eu un changement d'algorithme sur Facebook où historiquement, il était assez fort pour avoir une dizaine de segments de population qu'on adressait avec des campagnes différentes. On se faisait une usine à gaz avec 20 publicités contestées auprès de chacune de ces audiences. Et Noël, il y a 1 an, le blanc, en fait, aucune des campagnes ne prenait. Et du coup, on est passé à un schéma où on avait juste une catégorie homme-femme, 2 catégories d'âge. Et là, le résultat était nettement plus efficace. Et en fait, on s'est rendu compte que l'algorithme Facebook vaut peut-être mieux parfois lui laisser la main, lui dire juste « j'investis tant chez toi ». Et derrière, c'est là qu'il est le plus efficace. Ce qui est extrêmement frustrant, mais qui au final est plus... Bon, il y a 5000 ingénieurs qui y travaillent. Oui, c'est ça. C'est peut-être plus que... Mais voilà, premier renseignement. Et surtout, je disais ça en réaction à ce que tu disais à propos de segmenter ta base, d'essayer d'aller très loin dans le détail et de faire des choses assez complexes, qui au final, peut-être qu'un email à toute la base... pour dire c'est Noël bientôt, commande, ça marche tout aussi bien et ça prend moins de temps. Je dis pas forcément que c'est la bonne solution, hein, mais voilà. En tout cas, tu as dit un truc qui est intéressant et je reviens dessus, hein, mais il y a tellement de signaux faibles qu'il est déjà assez difficile d'aller déceler, comprendre, interpréter. Il y a aussi des signaux qui sont parfois ultra forts et qu'on met de côté, c'est dommage. Un panier abandonné, je crois que c'est 2/3, j'ai vu une stat, 2/3 des paniers sont abandonnés, enfin jusqu'à 2/3 des paniers sont abandonnés, alors qu'un panier abandonné, c'est pas un signal faible, c'est un signal hyper fort qu'il y a un mec qui a voulu acheter. Et ça, souvent les e-commerçants oublient ou mettent à plus tard. Bah, typiquement, c'est de l'urgent et de l'important de gérer ces signaux forts de business qui passent à la trappe, quoi. T'imagines si t'as 50% de business en plus, c'est juste dingue. Je continue sur la partie business et ops. Je me posais la question des distributeurs. Aujourd'hui, vous ne vendez qu'en direct to consumer, en DTC, en direct, c'est ça? Est-ce que du coup, il y a pour vous la possibilité d'avoir alors pas des revendeurs, mais des ambassadeurs ou des distributeurs? Alors il y a peu de temps, ce n'était pas possible, dans le sens où le petit cube n'ayant de sens que par sa personnalisation, par ses photos, son texte, il n'y avait aucun intérêt à proposer ces produits à une boutique ou un concept store tiers. Depuis Noël, nous avons toute une gamme de produits autour de bougies, de boîtes de thé, de boîtes de bonbons, qui demain peuvent être intéressants, puisque en mettant des petites phrases un peu catchy sur ces produits, on a des jolis objets qui sont tous faits en France, qui racontent une histoire, qui sont colorés et qui, du coup, d'un point de vue merch, sont assez intéressants. Donc, c'est un de nos enjeux sur 2021, que d'être capable de tester auprès de partenaires tiers si oui ou non nos produits peuvent être intéressants sur les étagères d'une... Donc, tu peux avoir une box Bonne fête maman, une box joyeux anniversaire avec... Alors, pas forcément un cube, pardon, je ne vais pas dire box, mais un cube. Oui, dans ce cas-là, c'est tout simplement la bougie... nue. En fait, on a une bougie qui est coulée dans une jolie boîte en inox qui est travaillée en région parisienne, qui a un joli bouchon. En fait, ce produit-là, coloré sur l'étagère d'une belle boutique, on se dit que demain, il a toute sa place. Maintenant, c'est un réseau de distribution qui est différent. Tu maîtrises plus non plus ton...
puis tu on dilues a un peu ton moins offre, la en fait, main ta sur la promesse. marque. La marge faite sur les produits est pas la même et du coup, il faut organiser un tout petit peu différemment son catalogue. Mais ça fait partie des choses qu'on veut tester en 2021. Ok. Intéressant parce que ta promesse quand même à la base, c'est cette personnalisation. Donc c'est une dilution un peu de ta promesse. Oui, mais c'est aussi créer une porte d'entrée vers l'univers de la marque. Quand tu as un joli produit, que dessus tu as un beau motif, une phrase un peu sympa et clin d'œil qui va faire plaisir à ton proche, que le produit est de qualité, derrière, ça te fait te poser la question de qui est Petit Cube, et c'est ce qui peut être une première étape vers notre univers. Donc, sans forcément être à 200% convaincu que c'est la bonne voie, c'est quelque chose qu'on se doit tester cette année. Ok. Du coup, ça c'est la distribution et je vais sur mon prochain point qui est l'international. Mm-hmm. Est-ce que vous l'abordez actuellement ? Alors c'est un sujet que nous avons commencé à traiter à Noël dernier. On a lancé toute fin novembre le site en 3 nouvelles langues, en anglais, en italien, en espagnol. Le but étant de voir si sur l'Italie et l'Espagne notamment, en continuant à produire depuis la France, on est capable d'aller activer les mêmes clés de succès d'acquisition que celles qu'on a pu rencontrer en France, de lancer nos campagnes, de voir si le concept séduit Depuis la France. Donc, tu as aussi un enjeu de délai de livraison, mais bon, on est en Europe, c'est un jour en plus, quoi. Oui, c'est-à-dire que sur l'Italie, on a des coûts de livraison qui sont de 1 ou 2 euros supplémentaires. On a un délai d'expédition qui passe de 2 à 3 jours à 4 ou 5 jours. Ça reste une bonne façon de tester. Et plutôt que de lancer une filiale avec un partenaire sur place et de dupliquer tout notre outil de production, c'est une bonne façon, encore une fois, en étant fidèle à notre volonté de tester en mode un peu MVP au début. C'est une bonne façon de tester ce que ça peut donner. Et à Noël, là, malgré des investissements assez faibles, les premiers retours de l'Italie étaient assez... je crois que 3% de nos commandes expédiées en décembre étaient vers l'Italie, alors qu'on a très peu investi. Le but, là, au moment de la Saint-Val, c'est de voir si on arrive à pousser un tout petit peu sur l'accélérateur. La Saint-Val. Je creuse parce que c'est intéressant pour nos auditeurs. Ta démarche pour aller tester l'international sans prendre trop de risques ni trop d'investissement, ça a été 1, de traduire le site, 2, traduire tes campagnes, 3, lancer tes campagnes. Oui, et ce qui se fait assez facilement. Attends, et juste avant ça, le choix des pays. Alors ça, c'est qu'est-ce qui a drivé en échangeant avec beaucoup d'autres e-commerçants pour qui Espagne et Italie sont au final les 2 pays qui culturellement sont les plus proches de la France. Il y a un côté un peu latin qui fait que le client se ressemble. Alors que l'Angleterre, la Brexit oblige, c'est pas du tout un pays qui est facile à aborder aujourd'hui. On arrive dans des complications de douane qui rendent ça un peu plus complexe. Vous avez creusé le sujet ou déjà très rapidement écarté. À date, nous, on est sur PrestaShop. L'outil PrestaShop, notre CMS en tant que tel, est pas encore totalement adapté pour sortir tous les objets. Donc, tu vois, là, c'est un pays on a un peu mis entre parenthèses là, depuis 3 semaines. Et Angleterre et Allemagne sont connus comme étant des pays où le coût d'AC est extrêmement élevé. On est entre 1,5 fois et 2,5 fois plus cher qu'en France. Les Allemands sont connus aussi pour être très difficiles en termes de SAV et de satisfaction client. Je parle espagnol, une partie de l'équipe parle espagnol également. L'italien, quand tu as du SAV, tu comprends, sans même utiliser Google Trad, tu comprends grossièrement ce que veut dire le client. Enfin, pour toutes ces raisons, ça paraît être plus simple. Et après, c'est l'expérience qui nous le dira. Donc, choix des pays que tu fais avec des échanges avec d'autres e-commerçants, un peu de réflexion, un peu de recherche, traduction du site. Vous avez des points .it et points .es ou vous êtes resté sur le .com avec une... Pour l'instant, on est resté sur le .com. À l'époque où on a lancé Petit Cube, on avait acheté les points .es et points .it. On n'a pas souhaité faire aujourd'hui la démarche d'avoir plusieurs sites différents. Ok. Le nom, c'est pas un frein? Petit Cube, ouais. On s'est posé la question dès le lancement, ça. En fait, ça veut rien dire petite cube en espagnol, j'en sais rien. Le petit, on se dit que c'est assez international.
Cube, si tu le prononces à l'anglais, ça donne Cube, même chose. Peut-être Cube. Okay. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un sondage auprès de nos clients italiens et espagnols, voir comment ils prononcent le nom du site. À date, nous, on a préféré rester sur ce même nom de marque, encore une fois, plus par facilité. On sera peut-être amené à faire évoluer ce point dans les mois à venir. Traduction du site. On reste sur le .com avec un choix de langue, du coup, quelque part. Je suis sur /fr, ok. Et en sachant que la traduction du site, au final, est nettement moins compliquée d'un point de vue linguistique que ce qu'on peut craindre. C'est-à-dire que l'enjeu a plus été technique sur comment faire bien vivre nos différentes versions. Et c'est Tristan et Benjamin, mes associés, ont passé pas mal de temps à mettre à jour le site et sa cartographie. Mais derrière ça, le contenu en tant que tel, aujourd'hui, vous avez des boîtes qui sont hyper efficaces. Vous leur envoyez sous format Excel ou Word vos 10 000 mots à traduire et en 1 ou 2 semaines, votre site est traduit. Après, le plus dur est de venir le plugger sur votre interface. Mais la plupart des CMS ont des outils maintenant qui permettent de le faire assez facilement et des fichiers qu'on peut importer, exporter. Exactement, ouais. C'est bien fait ça. Traduction du site, lancement de campagne, test concluant et donc ensuite on peut accélérer. Alors, c'est la Saint-Valentin là, qui va être un peu le déterminant. Et derrière aussi notre capacité à venir jouer des marronniers qui, en fonction des pays, ne sont pas tout à fait aux mêmes dates. C'est-à-dire que nous, France, fête des pères, ça va être au mois de juin et c'est un gros moment pour nous. Italie, Espagne, la fête des pères là, est mi-mars. Du coup, ça vient changer un tout petit peu notre calendrier de préparation de l'événement. D'un côté, ça étale ta prod et la pression qu'il peut y avoir sur l'exécution et la prod. C'est parti d'une des raisons aussi. On savait qu'il y avait ce décalage sur les marronniers. Et mars et avril, qui traditionnellement sont des mois assez calmes pour tous les e-commerçants du cadeau. Ça permet d'occuper la prod, ça permet de faire des tests sur une période un peu plus calme. C'est plutôt positif aussi à ce niveau-là. Ok, intéressant. Dernier point sur le business et les ops, le B2B, j'imagine, est une belle piste de progression aussi. Vous l'abordez déjà, vous allez l'aborder dans le futur. Est-ce que aujourd'hui le B2B c'est 5% de notre activité, donc c'est assez peu. Comme l'Italie. Oui, exactement. Et c'est un sujet sur lequel on traite uniquement du lead opportuniste entrant. C'est avant tout des entreprises qui viennent parce que le ou la responsable marketing ou com en a reçu un et se dit c'est chouette comme concept, j'aimerais voir ce que ça donne de proposer ce produit en interne ou en externe. Et il est nécessaire que demain on soit capable d'être un peu plus proactif et sur le sujet en venant avoir une offre plus complète et surtout plus automatisée. En fait, le problème du B2B aujourd'hui, c'est que c'est le cas pour beaucoup de boîtes, mais derrière, surtout quand on est dans la personnalisation, on se retrouve face à des demandes de clients qui veulent toujours plus personnaliser. Et derrière, le temps de traitement de tel ou tel petit élément graphique, telle ou telle adaptation de notre produit, c'est ces moments-là qui viennent faire prendre beaucoup de temps. Et du coup, on a un besoin à l'avenir. Alors que si Orange vient t'acheter 5000 cadeaux avec le logo Orange et Orange vous souhaite une bonne année. Il y a certaines fois, c'est beaucoup plus facile que d'autres. Des gros paniers, mais une commande, il y a parfois des clients qui nous font des commandes de 50 objets où on passe plus de temps à les accompagner que le client qui va nous commander 1000 petits cubes. Du coup, là, il y a une rationalisation de l'offre à faire qui est importante. Et surtout, derrière, une démarche aussi de prospection. Ça fait partie de nos enjeux en 2021 aussi. Comment tu vas l'attaquer, justement, ce marché du B2B J'imagine que déjà, si tu envoies une newsletter à 50 000 opt-in, 50 000 personnes, en leur disant peut-être que votre entreprise pourrait avoir besoin de nous. Alors ça, on a testé. C'est pas forcément le point qui était le plus efficace. Okay. C'est certain un élément de communication. S'approprier un peu plus une plateforme comme LinkedIn et venir faire un peu de démarchage actif. Et derrière, il y a surtout comment est-ce qu'on structure notre offre pour être plus réactif. On a des petits outils aujourd'hui. On a un formulaire Typeform qu'on est venu grâce à Zapier plugger sur une interface comptable, QuickBooks, je ne sais pas si tu connais, qui nous permet d'avoir des devis édités ultra facilement et automatiquement. Mais demain, il faut qu'on soit plus en amont et que le client, avant même de recevoir le devis de notre part, soit capable, via un site bien foutu, de se projeter et d'avoir, comme c'est le cas sur notre offre B2C, un rendu immédiat et un devis immédiat de ce que coûte
ce que coûte son opération. Et ça, derrière, il y a un enjeu de tech qui est important et qu'il va falloir qu'on adresse. Tu l'as dit là, mais je vais juste m'arrêter et faire une parenthèse dessus un instant. Nous, il nous arrive souvent chez Causa Vostra de recevoir des demandes, tu vois, des leads entrants pour la création d'outils, de SaaS. Et il nous arrive parfois de répondre, tout simplement, parce qu'on est là pour être pragmatique et efficace, qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire à partir d'outils d'automatisation, comme tu l'as dit, Zapier. Il faut citer aussi If This Then That, qui est vachement bien. Moi, je suis un grand fan d'Integromat. C'est Jonathan Benoudiz, mon ancien associé, qui m'avait initié, qui est formidable. Il y a Automate.io. Bref, ce sont des outils qui vous permettent... Alors, j'enfonce une porte ouverte pour un certain nombre d'entre vous, j'en suis certain, mais pour les autres, c'est important. C'est des outils qui permettent de connecter d'autres outils, typiquement, je sais pas, Dropbox, Instagram, Google Apps, un Google Doc, et ces emails, des SMS, et de faire des automatisations avec il y a une donnée qui rentre et une donnée qui sort. Donc, une nouvelle ligne dans un document ou un nouveau typeform rempli, par exemple, va remplir un document Excel ou Google Spreadsheets, générer un SMS envoyé à, je sais pas, peu importe. Enfin, voilà. On peut faire énormément de choses et avant d'aller consulter des freelances ou des agences, venez nous voir, on serait très heureux de bosser avec vous chez Causa Vostra, mais on est dans l'efficacité et le pragmatisme. Avant d'aller voir de payer pour des développements, regardez ce que vous pouvez faire avec ces outils d'automatisation. C'est vraiment, on peut construire aujourd'hui des business à partir de... Et qui sont accessibles aux novices. Il faut prendre un peu de temps, il faut se prendre 2-3 jours pour plonger dans la logique. Alors 2-3 jours, franchement... Je pense que tu exagères parce que If This Then That ou Zapier s'acquiert en... Quand je dis 2-3 jours, c'est plus être capable aussi de venir chercher les bons scénarios, de venir parfaitement ajusté après les automatismes. C'est-à-dire que, c'est ça. Quand tu viens créer ton email automatique sur un Zapier, d'ailleurs, faut qu'il parte au bon moment, il faut bien le rédiger, c'est de A à Z, il faut quelques jours quand même pour s'y plonger, mais derrière la mécanique est assez intuitive, je trouve. Ouais. Je referme cette parenthèse. Sur ces 3 années d'Ops et de business, tu t'es pris les pieds dans le tapis ? Vous vous êtes pris les pieds dans le tapis un jour ? Est-ce qu'il y a des écueils, des frictions que tu as connues sur lesquelles tu peux nous... Il y en a eu. On a eu la chance pour l'instant d'avoir une croissance assez fluide et qui nous a permis de ne pas avoir trop ni de stress, ni de complications. On a eu, je crois que le plus gros échec aurait été un sujet communication. À Noël, il y a 1 an et demi, on a voulu tester VP, une opération coupon rose qui nous avait été un peu survendue. Donc pas de personnalisation. C'est une opération où une marque peut avoir carte blanche pour communiquer autour de son concept sans jouer la carte promotion, mais juste com. Okay. Et là, on nous a survendu un trafic ultra qualifié. Et à l'arrivée, alors non seulement le trafic devait être... le tiers de ce qui nous avait été promis et surtout beaucoup moins qualifié. Et là, à l'époque, ce qui nous avait paru être une bonne opportunité. Et tu payes pas à la perte, tu payes au forfait, c'est ça ? Oui, et tu payes au forfait. Et c'est quand t'arrive la facture le mois suivant que tu te dis que tu as vraiment fait une grave erreur. Et du coup, je déconseille à tout le monde d'utiliser de passer par eux. Nous, c'est absolument pas quelque chose qui a été efficace. On a voulu en plus négocier après un petit add-on pour venir compenser l'échec total de l'opération, et c'est le genre d'agence média qui derrière n'a pas grand chose à faire. VP. Mais c'était un gros flop, c'est-à-dire que quand tu fais une opération sur une journée, que tu t'attends à avoir 8000 transactions et que derrière tu en génères à peine 2 ou 3000, c'est un peu décevant. Je vous recommande un épisode, je suis en train de chercher mais je trouve pas, un épisode du panier avec Groupon qui était très intéressant. Alors, tu as eu cette expérience, je pense que c'est toujours intéressant de donner un coup de boost à ces ventes, même à marge zéro, pour aller conquérir de nouveaux, quand tu peux avoir leur contact, en tout cas de nouveaux contacts. Ce qui était intéressant aussi dans cet épisode, c'était que c'est aussi des plateformes à étudier, parce qu'on voit souvent du coup des nouveaux entrants qui vont faire des tests, on découvre de nouveaux concurrents, et on voit aussi, on peut tester des marchés, parce que tu peux... Alors, c'est le cas sur Groupon, je sais pas si c'est le cas sur VP, mais tu peux aller tester géographiquement faire du local, de l'ultra local même, pour tester ton offre produit sur certains marchés, mais évidemment du coup à manipuler avec modération et attention, parce que ça peut être un flop. Exactement. Et ça peut coûter beaucoup d'argent pour pas grand chose. Et on a tenté de mesurer ce qui avait été l'impact plus image que héroïste, mais
c'est une opération que nous ne referions pas aujourd'hui. Après, il y a peut-être d'autres marques pour lesquelles c'est plus adapté. Nous, ça n'a pas été le cas. Compris. Tout est toujours fait en interne. Donc, vous avez une base CMS qui est PrestaShop. Ouais. Et tout le front, c'est vous qui le faites et vous le faites en interne. Ouais, tout le front est fait sur Symfony et on a une couche de Vue.js par-dessus. C'est ce qui nous a permis au tout début de... Alors, Symfony est un framework PHP dans lequel il y a des librairies qui permettent de développer plus rapidement, enfin de pas faire du PHP pur. Et ça, vous le mettez sur un back-end où vous le faites cohabiter avec un PrestaShop. Oui, par API. Mais quelles sont les briques de PrestaShop que vous utilisez du coup ? En fait, cette association, ça nous a permis au tout début, quand on s'est lancé, d'être capable ultra rapidement d'avoir tout notre bac commercial, facturation mis en place. Et Symfony, par-dessus ça, vient nous permettre de jouer avec tous les enjeux de personnalisation et de création de paniers qui sont assez complexes dès lors que tu veux associer un produit physique et stocké à des photos, du texte. C'était la meilleure alchimie pour être capable d'avoir un site... évolutif, robuste. Et à l'époque, lorsqu'on avait tâté d'autres options, on avait pensé forcément à du Shopify, du Magento et autres, c'était sur Presta qui nous semblait avoir le meilleur ratio liberté et structuration. Puis fonctionnalité sur étagère, quoi. Oui, tu ajoutes tes modules assez facilement. Nous, il y a un autre élément qui n'est pas anodin aussi quand il s'agit de comparer les CMS, c'est que sur Presta est gratuit. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires qu'on a fait l'an passé sur Shopify, ça nous aurait coûté, on a fait l'exercice, entre 12 et 15K euros de commission et d'abonnement. Enfin, tu dois payer ton hébergement, là. On paye notre hébergement, mais on est en tout ça. Tu ne serais pas à 12-15 et ta maintenance tu l'as fait en interne non, ça c'est externalisé. Okay. Mais le coût aujourd'hui est nettement amorti par ce que nous permet comme flexibilité Presta. Alors après, il y a des fois où nos devs se sont mordus les doigts parce qu'il y a forcément des fois où on leur demande du côté produit, on leur demande des fonctionnalités qui sont un peu difficiles à aller paramétrer. Mais il y a un enjeu aussi de tout faire en interne qu'il faut avoir en tête et accepter. C'est que le jour où tu décides de changer de système, tu as une énorme dette technique parce que tu as 4 ans de développement spécifique, de patch, d'add-on. Et le jour où il faut repartir sur un nouveau système, c'est un enjeu, quoi. Déjà de rappeler, enfin de rassembler tous ces développements, de les écrire, de les noter, d'en faire ton expression de besoin et ton cahier des charges pour ensuite passer sur cette nouvelle plateforme. La migration est longue et coûteuse aussi, parce que souvent ça se traduit par une petite baisse de perf. Une boîte qu'on connaît bien, Monsieur T-shirt, que tu avais reçu aussi sur ce podcast, en toute transparence, est capable de dire qu'il y a eu 2-3 ans assez compliqués de migration quand ils ont voulu passer en propre. Et derrière cet investissement est lourd à porter aussi pour une petite boîte quand tout fonctionne bien sur un premier CMS, la migration derrière est un énorme chantier. Il faut que j'invite Monsieur T-shirt justement pour un catch-up du panier. L'enjeu dans la personnalisation et le développement d'une personnalisation de panier, c'est aussi la gestion des stocks, parce que tu peux avoir t'as différents stocks à gérer. Alors est-ce que c'est une commande ou est-ce que c'est 3 commandes qui sont amalgamées ? Vous gérez le stock des objets qu'on met dans les petits cubes. Les papiers, les emballages, le cube en l'occurrence, j'imagine qu'il y a un stock aussi par pattern. Alors, il n'est pas imprimé au moment du... Si, en fait, c'est une des forces du concept aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, une commande, quand tu passes une commande un matin, à ce moment-là, la feuille est encore blanche et empilée chez nous. Donc, le seul stock que tu gères, c'est celui des petites attentions. Des petites attentions, plus des feuilles blanches, enfin des cartons blancs. Mais... Demain qu'on ait 20 motifs ou 50 sur notre site, ça revient exactement au même. C'est le recto et le verso qui sont imprimés au moment où on génère la commande. Et c'est aussi ce qui donne une énorme flexibilité. C'est ce qui nous permet lorsqu'on crée un partenariat avec une marque, comme on a pu le faire dans le passé avec Monsieur T-shirt, avec My Little Box, et il nous propose un motif. 1 heure après, il est dans notre base de données, il est vendu sur le site et il peut être imprimé dans la foulée pour générer une commande. Ça nous évite tout souci de stockage en amont. J'y ai pas pensé, mais en B2B, c'est intéressant aussi. Oui. Je pensais qu'à la personnalisation du message ou de la photo, mais en vrai, on peut personnaliser le pattern. Oui, la surface d'expression du petit cube est totalement utilisable. En fait, on peut même sortir de la construction B2C des 4 photos et du message. Tout peut être fait en fait sur la surface dans ce cas-là.
Le temps file, mais je te remercie pour ta transparence, c'est super. Tu m'as dit que jusqu'à présent, vous faites principalement, en termes d'acquisition maintenant, du Facebook et de l'Instagram. C'est le gros de notre acquisition. Quels sont tes enseignements sur ces 3 années? Aujourd'hui, forcément, comme beaucoup de boîtes, on a beaucoup utilisé au début Facebook et Instagram. Aujourd'hui, ça représente à peu près un tiers de nos investissements marketing. Il faut vraiment se forcer à aller diversifier ses sources d'appro. Au début, on a eu beaucoup de mal avec Google, d'autant plus que, étant sur un concept un peu original, avec moins de benchmarks à aller étudier, il fallait qu'on se crée un peu notre propre voie en termes d'achat de mots-clés, de positionnement et également de rendu visuel, c'est-à-dire que faire du display sur Google avec notre concept, il faut trouver la bonne photo qui fait que sur la petite vignette que tu as sur ton écran, tu comprennes tout de suite que notre objet te permet de mettre tes photos, ton petit objet. Et ça a été une alchimie qu'on a eu du mal et un équilibre qu'on a eu du mal à trouver. Et on a été accompagné par une agence qui nous a fait du bon boulot. On a eu 6 mois où tous les mois, en fin de mois, on se demandait si oui ou non il fallait qu'on couple les vannes. Et au final... sur AdWords, hein. Sur AdWords, oui. Et au final, au bout de 6 mois, on a commencé à avoir des CAC qui sont rééquilibrés entre Facebook et Google. Du coup, aujourd'hui, on a moins cette pression de réussir nos campagnes Facebook, Instagram avant chaque marronnier, parce qu'on sait que on a un équilibre entre les deux qui est assez solide. Ça nous permet aussi de tester, de faire des essais sur du Pinterest, du Snap, d'aller travailler de nouvelles sources. Et ça, c'est ultra important. Quel âge a ton acheteuse? La moyenne est entre... le gros de notre trafic est entre 18 et 34 ans. Avec... ouais, mais l'acheteur doit être en haut de fourchette, non? Le 25-34 est le gros de notre client. Donc Pinterest évident, Snapchat je peux le comprendre aussi, mais je me demandais si tu pouvais aller sur TikTok. TikTok sera... tu as hein, l'utilisateur de TikTok est de plus en plus âgé. Alors l'enjeu de TikTok, nous, il est plus générationnel qu'autre chose. C'est comprendre la plateforme et ses codes et être capable de venir y communiquer avec nos codes petits cubes, parce que moi personnellement je ne comprends pas comment fonctionne ce réseau. Techniquement si, mais derrière les ficelles à venir tirer auprès de l'utilisateur TikTok, c'est vraiment pas évident, alors qu'Instagram et Facebook ça reste assez intuitif. Mais tu as bien sûr écouté l'épisode du panier avec TikTok. Oui, exactement. J'ai aussi reçu, et je vous les recommande tous d'ailleurs, Instagram, Snap évidemment, et très bientôt Pinterest, que je suis heureux de recevoir. Pour rester sur l'acquisition, c'est peut-être ma dernière question, je regarde mes notes. Vous êtes un produit grand public, t'as déjà fait du offline? Tiens, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller tester du métro ou du bus, de la radio, de la télé peut-être, tu vois. Je vous recommande cet épisode passionnant c'était un catch-up avec Wopilo, qui fait des oreillers, des couettes, des draps maintenant à mémoire de forme. Ils ont testé en 2020 à 4 reprises des campagnes télé en profitant du bon moment avec les bons KPI de calcul et de tracking de retour. Énorme succès. Produit grand public. Je me dis que Petit Cube, tu vois, pour la Saint-Valentin typiquement, ou pour la fête des mères, puisque tu me dis que vous êtes les seuls. Non, fête des grands-mères, c'est ça? Fête des grands-mères, oui. Alors on s'est souvent posé la question. Après, l'épisode VIP dont je parlais tout à l'heure nous a peut-être un peu refroidi à l'époque. Il y a ce côté achat upfront et tu joues pour voir ce que ça donne en télévision et en outdoor qui rend pas évident de faire l'investissement. Il faudra sûrement qu'on réessaye, d'autant plus que on sait qu'en 2020 ça a été une année assez bénie pour tous les nouveaux investisseurs. On va voir ce que donne 2021, mais il y a des opportunités d'achat d'espace qui sont intéressantes. Mais encore une fois, c'est le ticket, en fait, il faut réussir à le mettre sur la table en assumant potentiellement une efficacité limitée. Oui. Alors, l'enseignement de Thomas Hervé, le fondateur de Wopilo, c'est que tu stacks de la notoriété et du coup des commandes. Et son point, c'était de dire que tu as un pic de commandes sur la longue traîne de la semaine qui suit, mais surtout que après l'opération, tu as gagné 20% de commandes en plus. Et je trouvais ça hyper intéressant.
Ça fait partie des points qu'il faut qu'on creuse aussi, mais il y en a beaucoup en fait. Il faut qu'on aborde. Cyril, merci infiniment pour ton temps. Toi, personnellement, c'est quoi ton enjeu dans l'année qui vient? Qu'est-ce que tu veux apprendre sur quoi? Est-ce que tu veux être meilleur? Alors, un des leitmotifs qu'on a avec Benjamin depuis qu'on a lancé Petit Cube, c'est d'être capable de venir allier efficacité au boulot et confort de vie perso. On est tous les deux papas. On a une équipe dans laquelle il y a des parents. Et le but, c'est de faire en sorte de continuer à croître, mais sans que ça vienne empiéter sur cet équilibre. Et ça demande de l'effort au quotidien. Et c'est vrai que dans les enjeux de l'année, un déménagement à Bordeaux, il y a comment réussir à maintenir une bonne ambiance au sein de l'équipe, avec un pied à Bordeaux, un pied à Paris. C'est des choses qui demandent beaucoup d'investissement et qui, je pense, vont au-delà de l'efficacité pure de la boîte. En fait, c'est comment tu crées un good mood au quotidien, quoi. C'est hyper important, je pense, quelque chose qui nous anime ici aussi, et quelque chose que tu peux te permettre, surtout quand tu es seul aux commandes, hein. On revient, comme ça la boucle est bouclée d'ailleurs, mais sur le fait de ne pas avoir levé. C'est ta boîte, c'est ta philosophie, et tes comptes, tu les rends qu'à toi et à ton équipe. Ça, c'est vraiment important. Vous l'avez entendu, Cyril cherche un local, va s'installer à Bordeaux. Si jamais vous avez quelque chose sous la main, tu me parlais de... Si vous avez un local de 400 ou 500 mètres carrés à vendre, à Bordeaux, nous sommes preneurs. Merci Cyril, merci à tous. Je te souhaite une bonne année business. Voilà, c'est pas un message de bonne année, mais une bonne année business. Merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.